on a retrouvé également, il n'y a pas très longtemps, alors c'était des chercheurs qui cherchaient des bactéries au fond d'une mine d'or en Afrique du Sud et qui sont tombés sur un nématode qui s'appelle Alycephalobus mephisto, Bien sûr. qui vient de la profondeur des enfers, dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, des températures énormes, etc. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Frédéric Doré pour vous servir. Nous sommes le 25 janvier. C'est un mardi. Il fait froid dehors à Paris. J'espère qu'il en est tout autant chez vous. C'est la 16e émission. Ah, j'ai oublié de vous présenter mes voeux. L'année va bien se passer. Les présidentielles arrivent. Les débats sont déjà d'une grande qualité. On aborde beaucoup les questions d'environnement et nous sommes là pour les aider. Nous, c'est dans le sol. C'est la 16e émission. Pour celles et ceux qui prendraient cette émission en route, cette série d'émissions, et puis même pour celles et ceux qui sont là depuis le début, depuis le numéro 1, ben voilà, un petit rappel, c'est dans le sol. C'est une émission produite par la coopérative Rhizobium pour qui les enjeux de biodiversité sont avant tout une affaire de citoyens et d'acteurs de terrain. Cette émission se préoccupe des usagers des sols, cette émission et la coopérative, pardon, s'occupe des usagers des sols, de tous les usagers des sols, paysans, forestiers, maraîchers, propriétaires de zones humides, élus locaux, et puis moi, tant qu'on y est, finalement. Bref, tous les habitants des territoires qui ont besoin d'en savoir un peu plus et de savoir quoi faire pour préserver et améliorer, développer la biodiversité. Et tout ça se passe en Occitanie, dans le Tarn, dans un village magnifique qui s'appelle Péchaudier, qui est un peu le centre du monde aujourd'hui, dès qu'on parle des sols, et évidemment, je n'exagère pas. Alors, C'est dans le sol est une initiative parmi de multiples prises par la coopérative Rhizobium, dont le but, le mantra, c'est de rapprocher la connaissance scientifique de celles et ceux qui en ont besoin pour prendre les bonnes décisions sur les sols, sur les zones humides, par exemple. Pour ce faire, Rhizobium a également développé un laboratoire, le bien dit Pecnolab, qui est un centre de ressources, un petit centre de recherche et surtout un centre de formation. D'ailleurs, jeudi démarre 3 jours de formation sur la santé des sols qui vont réunir des praticiens d'un peu partout en France, y compris d'Alsace, m'a-t-on dit, des agriculteurs, des techniciens, des agents des collectivités qui veulent apprendre à mieux connaître et observer leur sol pour prendre des bonnes décisions et que ce soit elles et eux qui les prennent et personne d'autre. Voilà, théorie, pratique, au champ et en labo, on va apprendre en buvant, en mangeant, en s'amusant. Ça va phosphorer, comme me l'a dit Céline Thomas, ces 3 prochains jours au Pecnolab. Un petit point d'étape sur la vie de C'est dans le sol de la coopérative Rhizobium. Rhizobium, vous ne le savez peut-être pas, fait partie d'un réseau, d'un groupe de 3 coopératives réunies par le groupe EIWA qui a décidé d'améliorer sa communication en embauchant une chargée de communication qui s'appelle Audrey, qui est extrêmement talentueuse et à peine moins âgée que moi, mais vraiment comme ça. Je plaisante, tout va donc changer, l'habillage va changer, le contenu sera toujours le même et l'habillage, notamment de cette émission, va changer. Moi, je n'ai rien changé à mon habit, mais j'ai changé un peu. Voilà, je suis allé chez le coiffeur ce matin. Je contribue aussi à l'amélioration de la communication du groupe EIWA. Vous pouvez suivre tout cela sur la page Facebook de Rhizobium et depuis peu sur l'excellent et indispensable réseau social LinkedIn sous la bannière du groupe EIWA. De quoi qu'on parle ce soir? On va parler de qui est responsable dans la mémoire collective de maladies très très vilaines, voilà, la scaris, la filariose, la trichinose, l'éléphantiasis. On va parler d'un agent qui est tenu pour responsable de plein de plein de maladies des plantes, mais qui en fait ne peut pas être réduit à ça. Je parle de qui? Je parle de quoi? Je parle de Camille Chauvin. Bonjour Camille. Bonsoir. Êtes-vous là? Allumez votre micro. Voilà. Bonsoir. Voilà. Alors, c'est pas vous, voilà, je rassure, mesdames et messieurs qui nous regardent, ce n'est pas vous le responsable de toutes ces plaies. Non, non, au contraire, c'est vous qui les étudiez. C'est vous qui étudiez leur agent, mais qu'on ne peut pas réduire à ça, les nématodes. Vous êtes ingénieur de recherche et responsable de formation à Elisol Environnement. Alors, en 2 mots pour commencer, Elisol Environnement, c'est qui, c'est quoi? Et puis après, on ira voir l'objet de votre passion. Camille. Bonsoir. Alors, Elisol, c'est un laboratoire de recherche et de développement avant tout. On est basé dans le Gard et on est une entreprise innovante qui proposons une étude de la santé des sols par la nématofaune, les nématodes.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, on va regarder plutôt ceux qui ont un effet bénéfique sur le fonctionnement des sols plutôt que ceux qui ont un effet négatif. Alors, les nématodes, les gens connaissent les lombrics, a priori, peut-être le ver du fumier, Eisenia foetida, peut-être celles et ceux qui vont à la mer, le néréis, enfin tous les vers de vase. Les nématodes, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à peine visible, hein. Bah, c'est un peu ça. Alors, les nématodes, c'est un embranchement. Donc, dans le règne du vivant, on est assez loin. C'est à peu près 30 000 espèces décrites, mais on estime qu'il y en aurait 1 million. Du coup, c'est un peu dur de donner un format type de nématode. Par contre, on sait que c'est des vers ronds, non segmentés. Donc, D'accord. segmentés, ça va être un peu comme les vers de terre, et on va enlever tous les vers plats. Donc, dès qu'on est sur un ver rond et plutôt minuscule, on est sur un nématode, globalement. D'accord. Alors j'ai vu, moi je me suis rappelé quelques souvenirs de plongée, j'ai passé quelques années en plongée. Il y en a un qui est très très long, qui fait 1,50 m ou 2 mètres, qui s'appelle la Bonellia viridis. Pourquoi je vous en parle? C'est pas pour faire le malin, c'est parce qu'il a une vie très intéressante. Quand vous allez le voir, vous avez un machin en fourche, voilà, vous en approchez, il bouge pas, c'est une femelle. Et quand vous regardez bien juste au milieu, au point de jonction entre les deux axes de la fourche, vous avez le mâle qui est réduit simplement à ses testicules et qui passe sa vie donc à se vider pour contenter sa femelle. Je pense qu'il a une vie tranquille, ce mâle. Donc voilà, les nématodes, ça n'est pas que des machins qui font quelques millimètres, ça peut aussi être très long. Mais en tout cas, ceux qui vous intéressent dans le cadre de vos études chez Lissol, ils sont transparents et ils font 2 millimètres, quoi. C'est un peu le grand maximum. Ouais. Nous, on va Ouais. plutôt s'intéresser à ceux. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, déjà, les nématodes, ils sont très connus pour être parasites. On va avoir toute la famille des Ascaris qui est parasite des mammifères. Il y en a qui s'attaquent à l'homme directement. Il va y avoir ceux qui parasitent les insectes, les entomopathogènes, ceux qui parasitent les plantes, qui posent énormément de dégâts sur les cultures. On estime à peu près à 80 milliards de dollars les pertes engendrées par Ah oui, quand même. les dégâts des nématodes sur l'ensemble de la terre et l'ensemble des cultures. Donc, c'est, pour certaines cultures, c'est vraiment un ravageur qu'il faut absolument contrôler. Mais nous, on va se focaliser sur ceux qui sont dans le sol, Ouais. donc, et plus particulièrement ceux qu'on dit libres, qui n'ont pas d'activité parasitaire. Donc, ouais, D'accord. on est sur des organismes qui font entre une vingtaine de microns de long, un peu plus long, jusqu'à 2 mm, 3 mm, 4 mm pour les plus grands. Alors, ils vivent de quoi, les nématodes? C'est les Alors, nématodes libres, pardon. une fois qu'on arrive dans les libres, hop, on commence à aller sur des régimes alimentaires qui sont très diversifiés. Mhm. Un nématode peut être bactérivore, manger des bactéries, il peut être fongivore, manger des champignons, il peut être prédateur, manger d'autres nématodes ou d'autres organismes. Et du coup, il est présent un peu à tous les niveaux de la chaîne trophique dans la chaîne trophique du sol. Alors, vous dites qu'il y en a qui mangent des champignons, mais il me semble bien avoir vu des films où des nématodes se font attraper au lasso par des champignons, non? Bah, bienvenue dans le monde du vivant et du sol, où effectivement on a un peu l'idée la chaîne alimentaire là, du plus gros qui mange des plus petits, mais dans le sol ça va aussi dans l'autre sens. Il y a aussi des bactéries qui vont parasiter des nématodes et qui peuvent être des agents de biocontrôle, des parasites, des plantes. Donc tout le travail va être de faire en sorte qu'il y ait un peu tous les acteurs pour réguler d'une part les parasites et favoriser ces acteurs du fonctionnement des sols. Alors, 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 dans cette émission, pardon de vous couper, Camille, on a beaucoup parlé des microbes, des bactéries avec Lionel Rongard, on a parlé des champignons avec Marc-André Sellos, entre autres. On a tendance à penser, et puis des vers de terre, que voilà, le sol, c'est des vers de terre, des champignons et des bactéries. Bon, puis un peu de protozoaires et de virus, et on ne pense pas spontanément aux nématodes. Ils sont, en termes de biomasse, en termes d'espèces, sur 1 m² ou 1 hectare, je ne sais pas quelle peut être l'unité de mesure, c'est important. Alors, en abondance, ils sont extrêmement abondants, parce qu'on estime. Je vais partager en même temps une image de Ouais. nématodes, comme ça on va voir un peu de quoi on parle. Hop, là. Ah, bah les voilà. Les voici. Vous en avez un ici là, qui est plutôt un bactérivore, ici un carnivore qu'on va reconnaître à ses dents ici, et là un phytoparasite avec un stylet qui permet de transpercer les cellules végétales et de se nourrir de l'ensemble du contenu. C'est vous-même qui les décrivez et sur des critères de quoi l'apparence de la bouche, en gros? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de la reconnaissance.
il y a deux termes. Il y a la taxonomie qui est vraiment, on va décrire les espèces et peut-être même en découvrir de nouvelles, qui est vraiment un métier à part, qui est vraiment le découvreur de la biologie, de la biologie. Nous, on est plutôt dans des aspects, on utilise ces critères taxonomiques pour après faire de la reconnaissance. On ne va pas découvrir des nouvelles espèces, on va essayer de retrouver celles qu'on connaît. Donc effectivement, les critères, ça va être la forme de la bouche. On voit ici, je ne sais pas si on voit ma souris. Oui, On va oui, voir on voit bien. l'œsophage qui est là, par exemple. Et enfin, on va regarder un peu les appareils génitaux et l'anus notamment. Et tout ça, ça va nous, le positionnement, etc., la taille, va nous renseigner sur la famille, le genre et parfois l'espèce de nématode. Donc là, on fait de la description à l'ancienne, sous la binoculaire ou au microscope. Il n'y a pas de génétique, il n'y a pas de reconnaissance d'image automatique, ou je me trompe. Actuellement, on est au microscope, effectivement, on est à l'oculaire. On y travaille sur les nouvelles techniques, hein, donc ADN, Mhm. reconnaissance d'image également. C'est des choses qui sont en cours, d'où notre gros travail de recherche et de développement, parce qu'on est, voilà, on est dans une volonté de développer des outils, D'accord. d'aller vers des nouvelles choses. D'accord, Et c'est petite question naïve. Nos amis qui manipulent leur sol du soir au matin et du matin au soir, les paysans, ils peuvent les voir, ils peuvent les sentir ou c'est vraiment invisible? Il faut vraiment avoir le nez dessus et savoir qu'ils sont là. allez, en fait, on pourrait voir les plus gros, mais le problème, c'est ils sont transparents. Et comme on regarde un sol qui est noir, en général, on ne verra rien. Quand on les extrait, qu'on les a dans de l'eau qui est pure, qui est vraiment plus d'impureté, plus de matière organique, etc., on voit un léger cheveu Mais vous, on ne vous voit plus à l'écran par contre, Camille. vous ne voyez plus à l'écran. Je vais remettre ma photo. Donc c'est mieux là? Ah oui, bah c'est mieux, là on vous voit, voilà. Vous êtes un peu plus gros qu'un hématode, c'est mieux, on peut vous voir. Donc c'est difficile de les voir, sauf les plus gros, vous dites. Ah, quand on les a dans un tube, vraiment avec de l'eau pure, on va pouvoir regarder et identifier à peu près un petit cheveu, mais c'est D'accord, inidentifiable directement. d'accord. Et pour répondre à une question tout à l'heure, c'est sur 1 mètre carré, c'est 1 million de nématodes environ. On Ah estime oui, que c'est beaucoup quand c'est même. l'organisme en fait, pluricellulaire le plus abondant sur Terre. En Ah fait, bon? si on prenait, on estime même que c'est 4/5 des organismes pluricellulaires. Si on enlève les bactéries et les champignons, et ben on se retrouve avec 4/5 des organismes qui sont des nématodes. Alors ça, Donc alors vous m'en bouchez un coin, même ça si, fait un sacré nombre. même si dans cette émission, j'ai l'impression que chaque défenseur d'un groupe zoologique dit que c'est lui qui a la plus grosse biomasse. Alors en termes de biomasse, par contre, je ne ferai pas Ah, bon, le concours. Je crois que pour donner une idée, c'est à peu près 80% de la biomasse humaine, ça fait 0,3 gigatonnes de mhm, carbone. C'est par rapport aux lombrics, c'est ridicule. Mais c'est des organismes qui travaillent tout le temps, nuit et jour, et qui se reproduisent énormément et qui sont très abondants. Donc finalement, ont vraiment un impact sur l'écosystème. d'accord. 11 000 espèces de nématodes dans le sol, hein, c'est ça? C'est ça, 11 000 espèces décrites aujourd'hui, et on Ouais. estime qu'il y en aurait vraiment 10 fois plus, quoi. Mais combien nous intéresse, nous, ce soir, vous, Camille Chauvin, nos amis agriculteurs, vous en ciblez combien? Combien Alors nous, d'espèces sont intéressantes pour vous? on essaye de tous les cibler, Ah mais oui, on n'a pas forcément il n'est pas nécessaire d'aller des espèces pour en fait avoir de l'information. Ce qu'on va d'accord. faire, c'est qu'on va avoir, par exemple, on se base sur des travaux de taxonomie. La nématologie, ça existe depuis le 19e, enfin le début du 20e siècle, hein, c'est Nathan Cobb, il y a plus de 100 ans, qui ont accumulé de l'information sur ces organismes, sur leur biologie, leur écologie, ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, etc. Et en fait, il se trouve qu'il y a des familles où les nématodes se ressemblent vraiment beaucoup tous les uns des autres. On n'a pas besoin d'aller à l'espèce pour savoir ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, etc. Or, c'est cette information qui nous informe sur quel rôle ils ont dans le sol et quel est l'habitat du sol. Parce qu'en fait, à chaque fois, la présence d'un nématode va nous renseigner sur le type d'habitat qui représente le D'accord. sol. Et c'est ça qui nous intéresse, qui vous intéresse, vous, mais on va y venir. Pour terminer la description de la bestiole, on en a partout, partout sur Terre, des nématodes. Alors, partout dans le sol, ouais, on en a, c'est vraiment des grands colonisateurs, on en a beaucoup dans les sédiments des rivières et des mers, on en a dans tous les sols sur Terre. Il existe même déjà maintenant une carte mondiale des sols d'abondance des nématodes. On en trouve beaucoup en Antarctique, dans les sols.
Ah bon? Parce qu'il y a Oui, des sols en Antarctique. Attendez, mais non, il y en a de la Arctique, glace. excusez-moi, en Arctique, Ah, dans les zones où sous la glace, on en retrouve à ces d'accord. zones-là. C'est assez impressionnant. On en retrouve aussi dans des zones complètement incongrues, comme par exemple les bassins de refroidissement de Tchernobyl, sur des stalactites. On a retrouvé également, il n'y a pas très longtemps, alors c'était des chercheurs qui cherchaient des bactéries au fond d'une mine d'or en Afrique du Sud et qui sont tombés sur un nématode qui s'appelle Alicéphalobus mephisto, Bien qui sûr. vient de la profondeur des enfers, dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, des températures énormes, etc. Bah, c'est quoi? C'est comme des tardigrades. Bah, ils n'ont pas la capacité des tardigrades, mais c'est vrai que ça y fait penser. Certains ont vraiment des capacités de résistance. Ils ont en Ouais. fait cette capacité de se dessécher totalement et de rester dans le milieu le temps que le milieu soit favorable à nouveau. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont trouvé un nématode congelé dans un pergisol. Ils ont estimé qu'il avait à peu près 5 ou 10 000 ans et ils l'ont réhydraté petit à petit et ce nématode est reparti faire sa vie. Donc, D'accord. Aussi fruste soit-il, en tout cas beaucoup plus que le tardigrade, voilà, il s'adapte et il résiste à tout. ouais, c'est vrai qu'on reste sur des organismes très simples, Ouais. mais qui sont là depuis un bon million d'années, enfin un certain nombre de millions d'années, je ne pourrais pas exactement dire le chiffre, et ce qui fait qu'ils sont adaptés énormément à tous les milieux qui sont présents sur Terre. Alors on en vient maintenant à ce qu'ils nous disent des sols. Pourquoi vous, vous les étudiez? Pourquoi vous, Élie Sol, vous, Camille Chauvin, vous considérez que les nématodes sont un bon indicateur de qualité des sols, que cet illustre inconnu gagne au contraire à devenir un peu plus célèbre que le parasitisme qu'il colporte encore dans la mémoire collective? Qu'est-ce qu'il a Euh, d'intéressant d'un point de vue, je ne sais pas, pédologique, écologique? alors, si tu le veux bien, je vais élargir un petit peu la question et je vais même poser la question, pourquoi s'intéresser au fonctionnement biologique des sols? Parce que c'est de là qu'après découle l'ensemble Mhm, des raisons pour lesquelles on s'y intéresse. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la composante biologique fait partie vraiment dans l'entièreté du fonctionnement des sols. On s'est beaucoup intéressé aux composantes physiques, aux composantes chimiques, et il se trouve que la composante biologique est aussi une composante, c'est quand les trois sont réunis et trois dans des fonctionnements satisfaisants, qu'on a l'émergence de fonctions écosystémiques. Donc on a tout intérêt à mieux considérer la biologie des sols aujourd'hui et à mieux comprendre le lien entre cette biologie et le fonctionnement des sols. Et alors pourquoi les nématodes? Pour ça, je vais avoir besoin d'une petite illustration parce que allez, c'est c'est parti, je vous plus l'accorde. évident. Merci. Joker de du partage C'est des d'écran. nématodes qu'il y a derrière vous, hein. Tout à fait dans l'écran là, mais c'est à partir d'un certain nombre d'heures de microscopie qu'on voit ce genre de choses. Alors, Alors allez-y. donc, quelque chose qui ressort en fait dans la biologie des sols, c'est que c'est extrêmement diversifié. On a énormément d'acteurs, on a une diversité qui est vraiment foisonnante. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est d'organiser cette diversité pour lui donner un sens. Il y a une des manières qui est de reconstruire les réseaux trophiques, c'est-à-dire les chaînes alimentaires, sauf que dans le sol, il y en a beaucoup et elles s'entrecroisent les unes les autres. Dans le sol, l'acteur premier, c'est les plantes, qui sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire elles produisent leur propre matière organique, elles n'ont pas besoin de manger les autres pour produire leur matière, et elles sont à la base de ce réseau. Mhm. Quand elles sont vivantes, elles sont une ressource pour les organismes phytophages, comme par exemple des nématodes. Et puis quand elles meurent ou quand elles font des rhizodépôts, c'est-à-dire des excrétions par les racines, elles Mhm. produisent de la matière organique. Et là, c'est de la ressource pour les organismes décomposeurs, qui sont eux-mêmes une ressource pour les organismes microbivores et qui sont eux-mêmes une ressource pour les organismes omnivores et prédateurs. Et il se trouve que plus on a un réseau trophique qui est diversifié, avec un nombre d'acteurs important dans chaque niveau trophique, plus il va être à même d'assurer un ensemble de fonctions écologiques diversifiées et importantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment connu en écologie des sols. Plus on a de la diversité, plus on a d'interactions, plus on a un nombre de niveaux trophiques Mhm. aussi qui est important, plus on assure des fonctions. Et ce qu'on voit ici à l'écran, c'est que les nématodes, ils sont présents à l'ensemble des niveaux trophiques. Il y a des nématodes qui sont microbivores, certains sont bactérivores, fongivores, d'autres sont prédateurs. Et donc là, on arrive à la notion de bioindication,
C'est-à-dire, au lieu de regarder l'ensemble du réseau trophique qui serait l'idéal, hein, Mhm. entendons-nous bien, eh ben, on va regarder un organisme qui, par sa présence, son absence, sa diversité, son abondance, va me renseigner sur l'ensemble du réseau trophique, sur l'ensemble de l'état de ce réseau. C'est-à-dire plus on a de, pardonnez-moi, plus on a de nématodes différents, de régimes alimentaires différents, meilleure sera la qualité des sols parce que ce sera la preuve qu'il y a une grande complexité de réseaux trophiques, un grand nombre de maillons des chaînes alimentaires, c'est ça? Non seulement il faut qu'il y en ait de tous les types, mais aussi de la diversité au sein Au de sein de chaque chacun de type. ces types alimentaires. D'accord. Et donc là, oui, effectivement, on arrivera à des réseaux trophiques qui sont plus structurés. Quand on parle de réseaux trophiques, après, on parle de fonctions qui nous intéressent directement hein, en agronomie. On va pouvoir parler de la transformation du carbone, du recyclage des éléments. On va parler aussi de la régulation des pathogènes, mais aussi de la régulation du système. Parce que globalement, les systèmes biologiques ont un peu tendance à s'emballer. Et en fait, le fait qu'il y ait des prédateurs qui viennent manger en fait, les organismes des niveaux trophiques inférieurs, ça vient réguler, temporiser leur action, leur activité. D'accord. Donc le sol est déjà un écosystème à part entière et finalement les nématodes en constituent un autre ou alors c'est une... Enfin oui, c'est Ils en ça, font, je suis surpris, ils sont vraiment partout. en fait, ils permettent une photographie de ce réseau C'est ça, trophique. d'accord. À un instant T, on dit, bon, bah, OK, finalement, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup de nématodes bactérivores. En plus, ces nématodes, on peut les ranger en fonction s'ils sont opportunistes, donc plutôt qui se développent dans des milieux qui n'ont pas besoin d'être très stables, et au contraire, des nématodes qui sont compétiteurs, qui ont besoin de milieux très stables, temporisés, etc. Donc, quand j'ai des nématodes opportunistes bactérivores, je sais que je suis globalement dans des milieux enrichis et avec des flux d'azote assez importants. Un des, un des pères de la nématologie, Nathan Cobb, il avait une phrase qui était très juste, qui disait si la Terre était transparente et que je pouvais voir seulement les nématodes sur cette Terre, je pourrais deviner les zones où c'est de l'océan, de la Terre, des zones cultivées, des zones Ah non bon, cultivées, etc. Parce qu'en fait, la proportion des différents types de nématodes varie énormément, parce que les fonctions assurées par les sols varient énormément en fonction des usages, en fonction de ce qu'ils sont en train de réaliser. d'accord. Alors un sol, je sais pas moi, un sol qu'on dit mort, un sol archilabouré ou un sol industriel, un sol dégueulasse, on a quoi comme nématode dedans? On n'en a pas ou on en a quand même un certain type? On peut se retrouver, alors on va partir d'un sol avec un fonctionnement altéré. Parce que, en fait, on peut se retrouver avec des sols qui ont de très faibles activités, mais naturellement, comme par exemple, on pourrait prendre les podosols des Landes. Bon, bah, c'est pas des sols dégueulasses pour autant, mais c'est pas des sols qui ont une vie biologique très importante, parce qu'ils ont des pH acides, ils ont des espèces ils ont du mal à décomposer la matière organique, donc les acteurs sont pas présents, souvent à cause du fait que ce soit acide. Mais on va prendre l'exemple d'un sol qui a été beaucoup travaillé. On va prendre un sol, pour fâcher personne, un sol qui est sous une route, par exemple, ou qui a été fortement tassé. Vous n'êtes pas Euh, courageux, hein. ah, ben, on y viendra après. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un sol qui se compacte, on a moins d'oxygène. Moins d'oxygène, c'est moins d'organismes. Et globalement, on va avoir une chaîne trophique qui se réduit et qui se simplifie au minimum. Les fonctions de base du sol, ça va être le recyclage des éléments globalement, ça va être transformer la matière organique. En gros, pour se donner une idée, au lieu qu'il y ait les prédateurs, les omnivores, etc., on va se retrouver seulement avec des bactéries et quelques nématodes bactérivores. D'accord. C'est marrant ce que vous me dites, ça me rappelle des souvenirs en océanologie où on observe à peu près la même chose sur la macrofaune du sédiment suite à l'arrivée d'une pollution d'une marée noire. Bon, enfin bref, ça n'a peut-être En rien à fait, voir, mais en tout cas, ça y ressemble. en fait, c'est des théories d'écologie et qui après s'adaptent à chacun des types de milieux. Il y a des bioindicateurs pour tous les milieux. Il y a des Ah, bioindicateurs des sédiments, de l'eau, de l'air, etc. Voilà, des nématodes pour le sol, etc. d'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes 134 et ça augmente progressivement. Voilà. Petit à petit, le sujet vous intéresse. Il y a une question qui vient de tomber et qui me coupe l'herbe sous le pied. Charles vous demande, mais tout ça, c'est bien joli. Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute en introduction. Tout ça, c'est bien joli. Virgule, comment vous les extrayez du sol, ces braves bêtes transparentes? Eh oui, bah C'est alors, pas le test à la moutarde des lombrics, ça. non, je vais encore avoir besoin je vais prendre un petit joker
pour illustrer cela. Mais ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une élutriation. Pardon, Élutriation. Nous élutrions un élua. un Alors, élua. non, D'accord. Ce qui veut dire en termes, en bon français. ici, c'est une colonne d'eau qui est ici. Et on va mettre un, donc on la remplit d'eau et ensuite il va y avoir un courant d'eau ascendant et qui va séparer les particules qui sont plutôt minérales et plutôt lourdes qui vont sédimenter, tandis que D'accord. tout ce qui est organique va rester en surface. Au bout d'un D'accord. certain temps, on récupère le surnageant et là on a un mélange de matière organique et d'organismes du sol, dont des nématodes. On les met à migrer pendant 48 heures, donc là c'est important parce que de noter, c'est que pour faire cela, on a besoin que les nématodes soient vivants parce qu'ils vont migrer d'eux-mêmes du petit tamis dans lequel on l'a déposé à l'eau dans la boîte de pétri qui sera une eau propre dans laquelle on pourra enfin les observer. Et enfin, une fois qu'on les a extraits, on peut les compter et enfin les identifier sous microscope. D'accord. Mais dites-moi, malheureux, vous les noyez, ces pauvres bêtes, par les temps qui courent, c'est pas gentil, ça. En fait, ce sont des organismes aquatiques. Ils vivent Bon, dans ça l'eau va. interstitielle des sols. D'accord. Et vient là aussi toute l'idée de l'importance que les sols soient aérés, qu'il y ait des pores dans les sols pour que ces organismes puissent naviguer de petit port en petit port. D'accord. 136 maintenant, ça continue. Vous les attirez, hein, vous attirez autant les internautes que les nématodes, Camille. Cette phase-là, l'élutriation, Triation. voilà. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, hein. Ça n'existe pas, ce mot, c'est pas possible. Je crois que c'est des protocoles de pétrochimie ou des choses comme ça pour faire des séparations de phases. D'accord. Élutriation, ben, j'aurais Mm. appris quelque chose. Ça dure combien de temps? Alors, l'illustration, elle dure 20 minutes à peu Oui. près. La migration active, ça dure 48 heures. Le comptage, ça dure à peu près une vingtaine de minutes et l'identification entre 20 minutes et 1 heure selon la diversité qui est présente dans l'échantillon. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours et demi de travail à partir de la réception d'un échantillon? À peu près, on peut dire 3 parce que souvent il faut un peu de temps pour les entre-étapes. Par exemple, ce qu'on a besoin, c'est que les nématodes aient sédimenté pour pouvoir enlever le surnageant d'eau et pouvoir les avoir dans une concentration favorable au comptage, à l'identification. D'accord, mais dites-moi, pour avoir des bons nématodes, on y va comment? On y va à la bêche? On y va, il faut combien? Des trucs des carrés de 10 centimètres de côté, d'1 mètre? Qu'est-ce qu'on fait pour bien les recueillir? Pour les prélèvements, c'est à peu près, globalement, c'est la même chose que pour un prélèvement physico-chimique. On va déterminer la profondeur de sol. Ça peut être en lien, par exemple, avec les pratiques. Si on a l'habitude de faire du travail du sol à 20 cm, on va aller jusqu'à 20. Et si c'est plutôt du travail superficiel, on va s'arrêter à 10 cm. Et donc, on va se faire ce qu'on appelle un échantillon composite. Donc, par exemple, sur une parcelle d'1 hectare, on va essayer de repérer une zone qui est homogène, de manière en pédologie, mais aussi la manière dont se comportent les cultures. Et dedans, on va prélever 5, 6, 10 picoutes tarières qu'on va rassembler, mélanger et récupérer un échantillon pour pouvoir avoir un échantillon qui représente cette zone et cette parcelle. D'accord, mais ça, on viendra sur la qualité de l'échantillonnage, enfin la quantité plutôt. Une fois qu'on a élu, trié, nommé, etc., qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a donc notre liste d'espèces, on va aller directement à cette étape. Ensuite, il y a des bases de données qui nous permettent de savoir telle espèce est un bactérivore. Et ensuite, on les met sur une échelle qu'on appelle l'échelle CP, pour L'échelle, pardon? colonisateur CP, de CP. colonisateur à persisteur, donc colonisateur à compétiteur globalement. On a d'un côté les stratégies R, c'est vraiment des organismes opportunistes qui se reproduisent très vite et qui ne sont pas très pointilleux, on va dire, sur l'habitat. Ils n'ont Ça, pas c'est besoin quoi, des d'être dans sa colonisateurs, par particulièrement. exemple? Exactement. Ouais. Et de l'autre côté, on va avoir les compétiteurs, qui sont plutôt des gros organismes qui se reproduisent lentement et qui ont besoin de milieux très stables pour pouvoir se reproduire et assurer l'ensemble des fonctions qu'ils font. Et de là, on va avoir des groupes fonctionnels, en fait. On va pouvoir faire, j'ai des bactérivores opportunistes, j'ai plutôt des prédateurs compétiteurs, etc. Et des proportions des différents types de nématodes, on va pouvoir tirer des indicateurs. C'est-à-dire un indicateur qui, par exemple, m'indiquer l'indicateur d'enrichissement, va me dire est-ce qu'il y a une forte proportion de nématodes qui m'indiquent un milieu enrichi.
ou au contraire, est-ce qu'il y a une forte proportion de nématodes qui m'indiquent un milieu stable et avec un réseau trophique développé. D'accord. Et tout ça vous permet de remplir une fiche de résultats. Je voudrais bien que vous vous en montriez une parce que je les trouve claires, graphiques, de la bonne communication. Camille Chauvin. Alors, merci. Alors, c'est un travail d'équipe avec Cécile Villeneuve et Hélène Cérémonie et Anne Gimnès, que je n'avais pas nommé Qui tout à sont en l'heure, train de vous regarder, bien évidemment. bien évidemment, qui sont les Donc, on les fondatrices salue. de l'entreprise que j'ai rejoint en 2016. Donc, ouais, c'était un gros travail. Ça a été l'issue d'un projet qui s'appelait DAN, qui avait comme objectif de créer des référentiels d'interprétation. Il faut savoir que pour toute analyse biologique, il est nécessaire d'avoir un référentiel pour pouvoir Bien sûr. positionner ce qu'on observe par rapport à une gamme normale. Et donc, cette fiche-là a été un peu le résultat de ce travail. Pour les nématodes, il s'avère que le point d'entrée pour savoir quelle est la gamme, c'est l'usage du sol. Qu'est-ce que je fais sur le sol? Est-ce que je fais de la grande culture, de la vigne? Est-ce que c'est un sol naturel, etc. Ensuite, c'est le type de culture. Est-ce que c'est plutôt herbacé, arbustif, etc. Parce que ça va avoir une influence deux. sur l'écologie et la biomasse des nématodes, le type de culture que l'on fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. On va avoir, par exemple, beaucoup plus, en forêt, par exemple, on va avoir beaucoup plus de dégradation fongique, ce qu'on observe, enfin, beaucoup plus de nématodes fongivores, et notamment des nématodes qu'on étudie encore, c'est là la R&D qui est très importante, une famille Tilanchidée qui est très abondante dans les milieux forestiers, et dans les milieux cultivés, on va plutôt avoir des nématodes bactérivores liés à des niveaux de fertilité un D'accord. peu plus élevés. Alors là, on a un sol de quel type, Camille? Alors ici, on était dans une vigne, Ouais. on est plutôt sol de coteau. Et cette fiche, elle s'organise un peu en entonnoir. D'abord, on a un état global qui est ici, bon, qui soit on est altéré, soit on est limité, soit on a un bon état général. Ici, sont l'ensemble des scores, c'est en fait l'ensemble des paramètres qui ont été identifiés, qui ont été calculés, qui sont mis par rapport à un score de 0 à 10 en fonction de l'usage. Donc ici, mode d'usage vigne. Donc ici, on voit que globalement, au niveau d'activité, des intensités des flux de nutriments, stabilité, etc., ça va bien. Le seul endroit où ça pêche un petit peu, c'est la diversité. On pourra y venir après. Ici, on a le niveau d'activité biologique, en fait, qu'on calcule par rapport au nombre de nématodes dits libres, qui n'ont pas d'activité parasitaire. Bon, Plus là, ça on n'a pas a, l'air mieux terrible, hein? c'est. Si, Si, ça va, ça va. si, ça va, ça va. En Bon. fait, on va regarder ici pour savoir si tout va bien. On va Pourquoi? regarder cette valeur-là. Ici, elle a été scorée entre 0 et 10. On voit qu'on est entre 0 et 4, ça aurait été dans le rouge, il y a un dysfonctionnement. 4 et 6, on peut améliorer. 6 et 10, on est dans des niveaux satisfaisants par rapport à l'usage vie. D'accord. Non, là, on est plutôt bon. On peut aller plus vite, mais il n'est pas nécessaire d'aller forcément très fort en activité biologique. Ce qui est essentiel, c'est que les fonctions soient là. Et D'accord. ça, on va le voir ici. Mhm. Notamment, là, c'est ce qu'on appelle le diagnostic du réseau trophique. Mhm. Globalement, ici, c'est des intensités de flux de nutriments par rapport à ici, ce sont donc l'indice de structure, la complexité du réseau trophique. C'est globalement un compromis entre la fertilité de mon sol et la durabilité de l'usage, la structure du réseau trophique, est-ce qu'il est bien structuré, diversifié, ou au contraire tronqué, altéré. Pour vous donner une idée, ici, quand on est dans un sol pollué du type des terrils du Nord, comme on en avait discuté, on va se retrouver ici des milieux qui ont un réseau trophique faible, très peu développé et assez peu de flux de nutriments. En agriculture, grande culture, on va souvent se retrouver par ici. C'est-à-dire qu'on a vraiment maximisé la fonction de fertilité, mais parfois au détriment de la stabilité du milieu. Ici, on peut voir une petite zone là, qui a été délimitée, qui représente la zone d'usage, enfin de fonctionnalité satisfaisante en vue de l'usage. Ici, pour les C'est-à-dire? grands, c'est-à-dire que ici, par exemple, pour la vigne, on va avoir tendance à viser des flux nutriments qui ne sont pas forcément très élevés. La vigne n'a pas des besoins excessifs, Mhm. mais on va être très ambitieux sur la longueur et la complexité de la chaîne trophique qui va être sur cet indicateur-là en abscisse, ici. D'accord. Et en dessous, là, pour finir rapidement, Alors, les trois derniers ici, graphes. Alors, juste un peu au-dessus. au-dessus, là, pour voir, c'est juste, nous, on a trouvé ça intéressant, c'est de le mettre, c'est différents types de nématodes qui ont été observés, D'accord. bactérivores, fongivores, etc., et les proportions, donc les abondances, mais du coup, on peut voir les proportions. Pourquoi ça nous dit quoi, ça, sur ce sol-là précisément? En Bah là, quoi c'est ça nous dit intéressant? que tous les acteurs sont présents. On voit bien qu'il n'y a aucune des cases qui est vide.
Et on en a une qui est un peu proéminente, qui sont les phytophages facultatifs. Et ça va nous informer assez rapidement. Enfin, moi, en tant qu'expert, je vais pouvoir savoir directement qu'il y a un couvert végétal dans cette vigne. Parce que ces organismes-là vont directement se nourrir sur les poils absorbantes des plantes. Et la vigne, ce n'est pas la plante qui en fait le plus, ou du moins, elles sont beaucoup plus en profondeur. Donc, le fait qu'il soit là, tout de suite, ça m'informe qu'il y a un couvert végétal et je pourrai en discuter. Ça va être un point d'entrée des discussions avec l'agriculteur. D'accord. Voilà. Il y a un autre indicateur qui est là, je vais passer rapidement Ouais, dessus, c'est l'indice merci. des voies de décomposition, qui est assez important dans tout ce qui est gestion des fertilisations organiques. En fait, c'est une proportion du nombre de bactérivores sur le nombre de fongivores qui nous indique si les voies de décomposition bactériennes et fongiques sont équilibrées. C'est-à-dire, est-ce que finalement, dans un milieu, si je vais avoir un IVD, donc c'est l'indice des voies de décomposition qui est très élevé, je vais avoir une énorme proportion de bactérivores par rapport à des fongivores, ce qui m'indique qu'on a une dégradation qui est plutôt bactérienne. Et ça, c'est souvent en lien avec des matières organiques facilement dégradables et des flux de nutriments un peu plus élevés. À l'inverse, quand c'est fongique, c'est plutôt de la matière organique récalcitrante et des flux de nutriments qui parfois vont être limités et parfois des phénomènes d'immobilisation. D'accord, il y a beaucoup de questions. Alors, à la fois dans le chat et dans le module questions-réponses, donc je jongle. Je suis en train de choper un strabisme, Camille. Ben justement, enfin non, justement, non, je ne sais pas pourquoi j'emploie cet adverbe. Il y a Nadia Tounsi qui vous demande comment on peut favoriser les bons nématodes du sol par rapport aux nématodes parasites. Est-ce que déjà on peut les identifier? Est-ce qu'on peut, oui, favoriser les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a une compétition entre les libres et les parasites? J'interprète là sa question. On vous écoute. Alors, dès qu'on va parler de biologie du sol, on va pouvoir prendre deux termes qui sont un peu le gîte et le couvert. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait le gîte, l'habitat de l'organisme, et le couvert, la ressource pour qu'il puisse se nourrir. Et ça va marcher pour tout. Si on travaille sur un pathogène, un phytoparasite qui se nourrit sur les racines, eh ben, on va se poser la question, est-ce que la plante sur laquelle il se nourrit est présente? C'est le meilleur moyen de limiter ces populations, ça va être de lui retirer sa ressource. Et donc pour ça, en général, ce sont les rotations ou au moins les associations de culture, D'accord. etc. Le deuxième moyen aussi, ça s'applique aussi pour les nématodes libres. Donc pour des bactérivores, je veux des bactéries, donc j'ai des matières organiques facilement dégradables. Pour des fongivores, je veux plutôt des champignons, donc plutôt des matières organiques récalcitrantes. Et pour les nématodes des hauts niveaux trophiques, des milieux stables en fait. Des milieux qui ne sont pas travaillés, des milieux qui ont un couvert végétal permanent, des milieux qu'on va essayer de perturber le moins possible. Et à savoir qu'on se rend compte que plus ces organismes sont présents, plus on arrive à des systèmes. Bon, il faut que le réseau trophique soit diversifié dans son ensemble, plus on arrive à des phénomènes qu'on dit de suppressivité. C'est-à-dire que toutes les niches sont tellement occupées que finalement, quand un nouvel organisme arrive et qui a plutôt un comportement opportuniste, c'est le cas de l'ensemble des pathogènes et l'ensemble des parasites, il va avoir beaucoup plus de mal à s'implanter parce qu'il y a déjà des prédateurs qui vont être là pour le réguler, parfois des parasites de parasites qui sont là également, et notamment plus trop de place pour se nourrir sur les racines. Et ça se retrouve même au niveau des phytoparasites, c'est-à-dire que si j'ai une grosse diversité de phytoparasites, ramener un nouveau phytoparasite, il ne pourra pas forcément trouver sa place dedans, puisque toutes les places sont déjà prises. D'accord. On a intérêt vraiment à avoir de la diversité. Et en fait, cette diversité, il faut bien comprendre que c'est un bioindicateur, elle renseigne. On regarde les nématodes, mais elle va nous renseigner sur la diversité globale, champignons, bactéries, colamboles, acariens, etc. D'accord. En fait, ce que vous nous racontez, c'est l'éternelle histoire du camembert au lait cru face à la listeria, qui ne favorise pas la listeria, laquelle est très contente du camembert pasteurisé. Voilà. Plus un milieu est diversifié, moins les embêtants peuvent trouver leur niche, finalement. En tout cas, plus on va pouvoir réguler leur explosion, puisque de toute façon, un pathogène, tôt ou tard, va tendance à se développer. Et si on appuie sur ces différents leviers, on pourra les réguler et peut-être éviter les catastrophes. Ce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, on a voulu éradiquer totalement les nématodes phytoparasites. On passait par ce qu'on appelait des vides sanitaires. Et en fait, le problème revenait relativement vite parce qu'il y avait ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on avait toutes les niches écologiques qui étaient vidées parce qu'on avait un peu zigouillé tout le monde.
Et finalement, bah, le premier à revenir, c'était souvent le parasite qui venait comment? Souvent par la botte de l'agriculteur, de la parcelle d'à côté qui, elle, avait été encore infestée. Et là, il y avait du feu à volonté pour le nouveau parasite. Alors, il y a plein de questions, Camille. Il faudra peut-être des réponses plus courtes, sans vouloir vous frustrer ni vous brimer, hein. Je vais essayer. Je vais essayer. Question de Jean-Auguste Nérou. Si les nématodes phytophages sont très nombreux, cela signifie-t-il qu'il y a des substrats à consommer, que c'est bien, ou alors que la culture en place est gravement attaquée? Ça va toujours être un lien, en fait, hôte-parasite. Certains, enfin, tout, non, comment dire, une espèce de nématode va causer des dégâts en général à un nombre limité de plantes. Et si ce couple-là est avéré, alors oui, il y a risque de dégâts. Si finalement les plantes qui sont présentes sont tolérantes ou non sensibles à la présence de ces nématodes, alors il n'y a aucun souci. En fait, même, on se rend compte que quand il y a des nématodes qui viennent un peu grignoter les racines, les plantes exudent plus de matière, donc de matière organique, et on se retrouve à avoir de la rhizosphère, c'est-à-dire des milieux autour des racines qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus actifs biologiquement. D'accord. Juliette, qui n'a pas laissé son nom de famille, vous demande, elle a deux questions. Est-ce que les bactérivores se retrouvent dans tous les sols? Première question. Globalement, oui, ce sont vraiment eux qui sont capables de résister à tous les milieux. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est les secondes cordées, quoi. Et qu'il y a des bactéries, il y a un nématode bactérivore qui reste dans le coin. D'accord. Du coup, elle a une deuxième question. En revanche, plus les autres sont présents, est-ce que cela signifie que le système est meilleur ou fonctionne mieux? Autrement dit, est-ce qu'il faut moins de bactérivores que d'autres pour avoir un bon système? Il faut une proportion de Bah l'ensemble des oui, je types savais que de vous alliez me dire nématodes. ça, oui. C'est la loi de l'équilibre, la loi du milieu. Il faut vraiment que proportionnellement, on ait un peu tous les types de nématodes. Globalement, en termes d'abondance, les bactérivores sont souvent les plus abondants. Mais c'est normal, c'est leur, D'accord. c'est leur niche. Jean-Charles Chevalier vous demande si le pH a un rôle dans les populations de nématodes et si j'interprète, non, si je lis bien sa question, pour favoriser les bons nématodes. Eh ben, totalement, en fait, on va revenir à la matière organique. Pour qu'il y ait une bonne dégradation de la matière organique, on va plutôt préférer des milieux tamponnés, plutôt autour du pH neutre. Et si on s'amuse à réduire le pH, et ben, petit à petit, les nématodes qui ont besoin de milieux stables, donc les plus hauts de la chaîne trophique, ben, vont péricliter, sachant que eux n'ont pas de capacité à se dessécher et à attendre des conditions meilleures. Seuls les opportunistes, les colonisateurs, ont cette capacité-là. D'accord. Une question maintenant qui nous vient du Bénin. Merci pour pardon, Pascal Guébénou. Merci pour cette présentation très intéressante. Voilà, on commence bien. Je suis un agriculteur installé à Kakanichoé, j'espère que je prononce bien le nom, au sud du Bénin et pratiquant l'agroécologie. Que pourriez-vous me conseiller pour protéger mes cultures maraîchères contre les nématodes qui les ravagent? Bon, évidemment, vous n'êtes Alors, pas sur place, vous n'êtes pas au Bénin. ça va être ouais, c'est un peu compliqué. Bah, déjà, je peux l'inviter à me contacter sur Edisol via le site. Hein, là, on pourrait D'accord. en parler. Cécile Villeneuve, qui est une des fondatrices d'Edisol, a travaillé au Bénin et notamment au Sénégal. Donc, je pense qu'elle aura encore plus de connaissances sur ce sujet. Et globalement, en maraîchage, les soucis, c'est lié à méloïdogyne. Ce sont des nématodes à gales. Mhm. Et les deux leviers d'action sont d'une part les fumures hein, à partir des matières organiques et d'autre part les rotations pour limiter le développement de ce nématode, faire une sorte qu'il y ait des moments où il n'y ait plus de nourriture pour lui, donc des plantes sur lesquelles il ne se nourrit pas, puis retourner à des plantes sur lesquelles il se nourrit, en général sur les tomates, genre les aubergines, etc. D'accord. Il y a une question de je ne sais plus qui, mais qui rejoint une de mes interrogations. On retrouve des nématodes dans les composts, dans les fumiers, dans les fertilisants organiques qu'on peut amener sur les sols. Énormément, énormément. Justement, en fait, il faut se rendre compte que c'est ce qu'on appelle la boucle microbienne. Là, je vais faire une petite réponse longue, mais elle vaut le coup. C'est-à-dire que dès qu'on a des bactéries, elles ont tendance à se développer de manière exponentielle. Dès qu'on a un régulateur, c'est-à-dire un nématode bactérivore, on va maintenir les bactéries à un niveau d'activité, c'est-à-dire dans la courbe de leur exponentielle. En fait, les nématodes vont éviter que la population vieillisse, et ce qui va entraîner en fait un meilleur métabolisme des bactéries. Et
c'est ce qui se passe dans un compost. On a le développement bactérien qui, derrière, est une ressource énorme pour tous les nématodes bactérivores, mais aussi fongiques, du coup, tous les nématodes fongivores. Et on va avoir une explosion de nématodes microvivores qui, derrière, vont servir de ressources aux nématodes prédateurs, etc. Accompagnés d'acariens, de tardigrades, etc. Un compost, c'est un véritable bioréacteur avec tous les acteurs quand il est bien mené, quand il se dégrade vraiment bien. Une petite anecdote, il n'y a pas Ouais, très longtemps, j'ai fait une extraction sur des digestats de méthanisation qui avaient reposé un petit peu, mais il y avait des nématodes dedans. d'accord. Donc, Autrement dit, quand on a un sol dégradé où il n'y a plus de nématodes, si on veut, parce qu'ils vont, vu leur capacité de déplacement et leurs besoins d'eau, ils ne vont pas arriver naturellement. Si on fout la paix au sol, donc il faut les amener via un matériel organique. alors eux, ils sont capables de se Ah, disperser quand même. globalement par le vent. Bah, en fait, c'est souvent l'envol éolien qui permet de les déplacer, donc ils vont arriver tôt ou tard. Mais cette question, elle se pose beaucoup, par exemple, sur les toits potagers, Les notamment en toits ville. potagers, les toits végétalisés. Les toits D'accord. végétalisés, ouais, qui se développent beaucoup, où là, pour le coup, la capacité du nématode à venir jusque-là va être vraiment limitée, parce que dans ce monde de béton, ça va être compliqué. Et là, pour le coup, les apports de compost sont vraiment, vraiment très, très efficaces D'accord. pour ensemencer. Alors là, j'ai une question technique qui me rend tout sec, parce que je ne sais absolument pas de quoi il retourne. Une question de Cédric Cabrol. Avez-vous analysé des parcelles en mob grazing, haute diversité d'espèces végétales et pâture modérée, visant à favoriser l'exudation Gebb-Brown? Si oui, qu'avez-vous vu? Je ne comprends rien à cette question. Bah, je ne connais pas non plus exactement le process, mais ce que je peux dire, c'est que les milieux qui sont les biologiquement les plus actifs, avec l'ensemble des fonctions des réseaux trophiques les plus diversifiés, etc., ce sont les prairies. Les prairies Ouais, bien multi-espèces sûr. sont les milieux les plus actifs et les plus diversifiés. Autrement dit, les indicateurs, enfin cet indicateur nématode, il dit plus ou moins la même chose que les autres indicateurs qui montrent voilà, qu'une prairie, que plus un sol est riche, plus il y a de matière organique, plus meilleure est la qualité du sol. Ça vient compléter, ça vient illustrer d'une autre façon comment dirais-je, les données sur la qualité des sols. Effectivement, comme Enfin, il y a tous une ces corrélation organismes, entre tous tous ces ces indicateurs, indicateurs, pardon. voilà, ils font partie de ce réseau trophique, et ben effectivement, en fait, on voit bien sur l'image que j'ai montrée au début, si on retire la plante d'un réseau trophique, en fait, on retire l'élément de base qui vient nourrir l'ensemble de ce réseau. Alors après, on peut chanter en faisant des apports de matière organique ou minérale pour nourrir des plantes. Enfin, mais à partir du moment où on retire les plantes, en fait, on coupe un peu tout un cycle qui est fait pour tourner à l'infini. Donc effectivement, là, ça met en évidence que quand on travaille un sol, eh ben, on désagrège des habitats, mais aussi on rend un sol nu. Quand on garde un sol nu l'hiver, c'est toute une partie où les sols ne sont pas nourris. Et ça impacte les vers de terre, les champignons, les D'accord. bactéries, les nématodes, etc. Alors, il y a Jean Marchal qui aborde une autre question. Que penser des couverts nématicides? Je ne pensais pas qu'il y avait des couverts nématicides. Ont-ils un effet suppressif sur tous les nématodes ou juste sur les phytophages? Alors, c'est une bonne question. Ça, c'est bien en Eh oui, recherche actuellement. Bon, en gros, je donne prendre un exemple. Il y a par exemple les moutardes, qui sont des plantes nématicides qui vont pouvoir, au moment où on les détruit, dégager des isotocyanates. Alors, c'est une espèce de gaz qui va, mhm, en fait, vraiment avoir un impact sur l'ensemble des communautés d'organismes, mais dont certains nématodes phytoparasites. Et en fait, c'est une double action. Non seulement on met une plantation de moutarde qui va couper en fait la ressource aux phytoparasites, puis derrière, on va avoir une action d'accord. directe en libérant ce gaz, ce qu'on appelle une biofumigation. Et donc, ça marche assez bien. Ça marche notamment pas mal avec le sorgho. Donc, je reviens sur le Bénin. Il Ouais. pourra essayer avec du sorgho. Ça marche pas mal quand en fait, on fait une grosse production de biomasse. On enfouit tout cela. Et j'ai vu des essais là qui se font dans le sud, des projets qui s'appellent Gonen, il me semble, où ils comparaient cet effet-là avec un effet solarisation, c'est-à-dire qu'on couvre le sol avec une bâche noire jusqu'à ce qu'il chauffe très fort et jusqu'à ce que l'ensemble des organismes meurent au plus haut point. Et ben finalement, on arrivait à peu près aux mêmes effets quand c'était bien mené, c'est-à-dire quand vraiment il y avait une forte biomasse de sorgho et une biofumigation réussie. D'accord, mais ça, je ne savais pas. Donc, la conservation des sols, qui passe par d'abord la couverture des sols, a des vertus nématicides ou de régulation des populations
de certaines populations de nématodes. Il va falloir très très bien choisir les variétés et le choix des couverts végétales est extrêmement pointilleux. Il va falloir vraiment choisir le bon. Globalement, la biofumigation, elle va avoir l'impact un peu sur tout le monde, hein. Mais D'accord. c'est vrai que si on a notre nématode phytoparasite qui est présent en grosse abondance, ben, il va plus en pâtir que les autres, du coup, à ce moment-là. D'accord. Dernière question Internet de Nadia Tounsi. Peut-on, à partir, vous demande-t-elle, d'un échantillon de terre, d'une parcelle de vigne ou d'une autre culture, peut-on multiplier les nématodes bactérivores, pardon, utiles? Est-ce que À vous part- pouvez, vous, le faire en labo, si j'interprète bien sa question, et ensuite Ben, envoyer en le fait, bon? ça a pas vraiment d'intérêt, dans le sens, on pourrait le faire, hein, sûrement, si on apportait du compost au sol, Mhm. etc. Mais en fait, l'intérêt, c'est de nourrir les organismes qui sont présents dans vos sols. C'est vraiment trouver les leviers d'action qui vont permettre d'améliorer, de développer leur habitat, leurs ressources. Les leviers d'action, c'est toujours les mêmes, hein. C'est la fertilisation, c'est organique, minéral, organominéral, le travail du sol en termes de fréquence, de profondeur et d'outils utilisés, la diversité végétale, la couverture végétale, l'usage de pesticides. Et quand on peut dézoomer et même revoir une idée de paysage, parce qu'effectivement, quand on est sur des grandes parcelles qui font 50 hectares d'un seul tenant, on n'a plus de zone refuge où on peut se retrouver d'autres organismes auxiliaires. On peut aussi avoir cette approche-là. D'accord. Qui sont vos clients? Enfin, vos clients, ceux d'Elisol, Camille Chauvin. Qui vient vous voir? Alors nous, on a à peu près 50% de notre activité qui est en recherche et développement. Donc on est beaucoup en interaction avec l'INRAE, le CNRS, l'IRD ou le CIRAD. Et ensuite, donc là, on est vraiment dans la collaboration. Après, pour les clients, on est plutôt au niveau des chambres d'agriculture, coopératives agricoles, parfois des bureaux d'études, notamment parce que là, je vous parle beaucoup des sols agricoles, mais ça s'adapte très bien aussi des sols pollués, notamment la réhabilitation de sites. En ce Mhm. moment, il y a beaucoup de questions sur la, la diversité des sols en milieu urbain et comment la maximiser et comment la gérer, donc là, on travaille avec tous ces gestionnaires des cités sols urbains. D'accord. Voilà, c'est assez diversifié. On a assez peu d'agriculteurs qui viennent directement nous voir, mais pour cela, nous, ce qu'on propose, c'est surtout des formations. Mhm. Parce que le gap actuellement par rapport à tous ces nouveaux outils qui, quand même, vont nous permettre, je pense, d'aller répondre à d'autres questions. Il va falloir s'approprier ces outils. Pour cela, on propose des formations sur le fonctionnement biologique des sols en général et plus précisément ensuite sur les nématodes. D'accord. Ça coûte combien une étude? Vous la facturez combien, telle que celle que vous avez montrée, dont vous avez montré la fiche de résultat tout à l'heure? La fiche de résultat, il faut compter environ 300 euros, toutes taxes comprises. D'accord. Et pour avoir une bonne idée de ces sols, je suis paysan, j'ai 350 hectares. Voilà, alors il faut combien de points de mesure? Vous allez me dire que tout dépend du nombre de parcelles, de types de sols différents, mais est-ce qu'on peut faire une moyenne? Je vais plutôt voter sur la première option. C'est que, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement. C'est là où on a un peu la question de bureau d'études. On va se mettre, bon, bah, OK, qu'est-ce que c'est les objectifs? Qu'est-ce que vous réalisez? Finalement, on va essayer de se focaliser sur, par exemple, ce qu'on appelle le système de culture représentatif de ces 350 hectares. Est-ce qu'on ne peut pas se réduire à un nombre de parcelles réduit, voir déjà sur ce côté-là? Et ensuite, il y a beaucoup de manières. Est-ce qu'on fait de l'analyse dans le temps, et on suit l'évolution? Est-ce qu'on se dit, bah, tiens, on veut faire du changement de pratique, du coup on fait du comparatif? Mhm. Est-ce qu'au contraire, on ne touche à rien, on fait un point tous les temps pour faire du pilotage, etc. Donc là, vraiment, c'est de l'adaptation, notamment que les profondeurs d'échantillonnage. Si on s'intéresse aux phytoparasites, parce que mine de rien, on les regarde aussi, parfois, ça fait partie du réseau trophique, hein, ces organismes phytoparasites. Il faut les gérer, il faut gérer leur population. Et ben là, ce n'est pas tout à fait les mêmes prélèvements, pas tout à fait aux mêmes dates, etc. D'accord. Il reste deux petites questions là. Je ne pensais pas les poser, mais elles reviennent régulièrement, notamment celle sur les tés de compost. On vous demande ce que vous en pensez. Est-ce que les nématodes aiment les tés de compost? Alors, je n'ai pas de recul Ben là-dessus, voilà. mais ce que je peux dire, c'est que il ne faut pas s'interdire les expérimentations. Mais par Mhm. contre, il faut faire des expérimentations carrées. C'est-à-dire, on se prend un témoin, on ne fait rien, on se prend une zone où on se fait un test compost, et ce qu'on fait, si on peut, on le répète 3 fois.
Comme ça, on voit vraiment l'effet de cet effet de poste. Et je pense que ceux qui ont des bonnes intuitions, ben, ils ont leur sol devant eux, ce qui leur fait du bien, ils le voient très directement. Et pour se persuader, il n'y a rien de mieux qu'une petite expérimentation. Les agriculteurs expérimentent tous les jours et ils ont des techniques qui sont parfois excellentes, enfin même souvent excellentes, mais je veux dire parfois elles sortent du commun, mais en fait elles répondent parfaitement aux besoins d'un sol, à un endroit donné, à un moment donné. Eh ben voilà. Jacques Crespi vous demande, ce sera la dernière question Internet, cette fois-ci c'est sûr. Il existe des nématodes pour lutter contre les insectes, notamment les courtilières par exemple. Que faut-il en penser? Quels sont les risques de déséquilibrer les populations dès lors qu'on en introduirait de ces nématodes entomophages ou je ne sais pas quoi? Entomophage, entomoparasite. Alors, c'est ce qu'on appelle du biocontrôle, c'est-à-dire qu'on a un problème à un moment donné, on va réinjecter un auxiliaire, et l'auxiliaire va réguler la population de l'organisme problématique. Mais est-ce qu'il ne va pas se développer, se multiplier vu les taux de reproduction des nématodes? C'est une question qu'on peut se poser. Non, globalement, quand on jette un organisme dans un nouveau milieu, il ne fait pas long feu, hein. Il y a beaucoup de prédateurs, il ne va pas forcément s'adapter à la nouvelle situation, etc. Par contre, il faut s'intéresser à deux choses après derrière. C'est d'une part, pourquoi est-ce que j'ai eu ce problème et comment est-ce que je peux lutter là-dessus? Donc, des questions de ressources et de gîtes pour le parasite. Et d'autre part, est-ce que je ne peux pas faire en sorte que le milieu soit favorable pour le développement de méthodes entomopathogènes? Et c'est d'ailleurs le sujet d'une thèse qu'on est en train d'accompagner à Elisol. D'accord. Pour finir, est-ce qu'il y a des sols ou des types d'activités que l'on pratique avec les sols qui nécessitent plus que d'autres d'avoir votre indicateur? Ou alors, pour d'autres, vous dites, bah non, non, ça, finalement, les nématodes ne diront pas grand-chose, faites plutôt un autre test. Ou est-ce que les nématodes, votre test, alors évidemment, vous allez peut-être, d'un point de vue économique, ma question est un peu stupide, hein. Je sens en la posant que je m'enfonce, mais je vous la pose quand Non, même. mais je vais répondre en fait directement. En fait, il y a toute une phase de diagnostic qui est quelles sont les questions qu'on se pose. Et ensuite, quelles sont les réponses que je cherche, en fait. Et tous les indicateurs ne vont pas avoir les mêmes réponses. Si je me pose des questions sur tout ce qui est l'équilibre global de mon système, si je veux avoir une vision un peu d'ensemble, les nématodes sont très, très performants pour ça. Si je veux avoir des questions plus précises sur la dégradation de la matière organique, etc., bah, je vais aller voir les acteurs de cette dégradation, c'est les bactéries et les champignons. Si je veux plutôt voir des analyses sur d'autres fonctions que n'assurent pas les nématodes, je vais aller voir ces autres indicateurs, ces autres outils. En fait, je pense bientôt, on aura beaucoup plus en tête ces liens entre je cherche telle fonction, et je vais chercher tel outil. C'est comme quand je suis à la parcelle, si je veux faire une analyse de tassement, je fais un profil de sol ou je fais un test bêche. Si je veux faire de l'infiltration, je fais un test d'infiltration. Voilà, vous avez besoin de gagner votre vie, vous n'en restez pas moins honnête et objectif. Enfin, honnête, hein, on ne nous demande pas d'être objectif, on nous demande d'être honnête. Bravo, Camille Chauvin. Je pensais avec vous avoir affaire à un fou furieux parce que pour aimer les nématodes des organismes transparents tout bizarres, je me suis dit, il faut avoir quelque chose qui ne tombe pas rond. En fait, pas du tout, vous êtes passionnant. Vous êtes donc convaincant et d'ailleurs la jauge est toujours à 120, entre 125 et 130 au bout d'une heure sur un sujet ardu, a priori ardu, et un sujet qui véhicule une telle image désagréable, c'est une réussite. Chapeau, Camille Chauvin. Merci. Merci, on vous rappellera, hein. On vous reconvoquera pour une autre émission. J'ai encore plein de choses à dire. Mais j'en doute pas, on fera une saison 2, ne vous inquiétez pas. Prochaine émission en ce qui nous concerne, mesdames, messieurs, le mardi, oui c'est tous les mardis, hein. Enfin c'est tous les mardis, c'est un mardi par mois, le 22 février à 20h30 sur un thème que vous avez en partie abordé, puis qui me rappelle moi mes études, hein, où je travaillais sur les sols pollués en écotoxicologie. Vous avez bien compris d'ailleurs, mesdames, messieurs, qu'il n'y a pas que la phytoréhabilitation, il y a la némato-réhabilitation, j'ai inventé le terme. Les enjeux des sols pollués, réglementation, solutions, perspectives. Avec moi, il y aura Gisèle Jouda, qui est sénatrice de l'Aude, que d'ailleurs on a vu dans un documentaire publié diffusé sur Public Sénat sur ce sujet-là, et Anissa Lounès Hadji Sarawi, qui est chercheuse à l'Université du littoral de la côte d'Opale. C'est chez moi, elle est donc forcément formidable. L'émission de ce soir
avec Camille Chauvin sera en ligne dans les prochains jours. Le plus simple pour vous, c'est que vous vous abonniez à la chaîne Pecnolab TV sur YouTube et vous recevrez du coup une notification dès sa publication. Camille Chauvin, un dernier mot pour votre défense. Eh ben, prenons soin de nos sols, on a de la chance, ils sont résilients et on a donc une grande marge d'amélioration pour les décennies qui sont devant nous. Très bien. Et aimons le nématode, mesdames, messieurs. Je suis maintenant amoureux du nématode. Merci Camille, merci à vous tous. Comme voilà, c'est un rituel, sachez que j'informe la terre entière de ce que je mange. Eh bien, c'est une soupe au potiron shiatsu qui n'a rien à voir avec la gymnastique, c'est un potiron, voilà, servi brûlante avec un peu de crème fraîche montée en chantilly et puis des lardons déglacés au vinaigre balsamique. Voilà, c'est comme ça. C'est à la fois simple et gourmand et calorique. Je sais que vous n'en avez rien à faire, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, je vais éditer mes recettes. Les recettes, c'est dans le sol. Je mettrai du nématode dedans la fois prochaine, mais pas de l'ascaris. Mesdames, messieurs, merci. Vous pouvez reprendre une vie normale. À bientôt au mois prochain. Au revoir.